–7h42. Alors on a vu ce que le film L'innocence des musulmans a déclenché dans le monde arabe avec une vague de protestations radicales, tandis que nous sommes donc près de 2 ans après les premières manifestations de ce qu'on appelle le printemps arabe, et que nous sommes aussi à quelques semaines des élections américaines dont on sait, l'Amérique, le poids qu'elle a sur l'actualité du Moyen-Orient. Bref, dans ce contexte de bouleversement, nous nous intéresserons ce matin à l'impact de ces tensions sur le paysage géopolitique de cette région dans le monde, de la Tunisie d'où est partie l'onde de choc en décembre 2010, au Pakistan, en passant par l'Australie ou même la France où les manifestations anti-américaines ont été les plus violentes. La question du jour, c'est: le monde musulman brûle-t-il? Question à laquelle répondent d'autres par une autre question: pourquoi faire de tout petits groupes une généralité sur les musulmans? Bref, aujourd'hui, d'autres questions encore. Que reste-t-il donc en fait du printemps arabe? Qui tire les ficelles de l'anti-américanisme? Et ne confondons pas toujours trop religion et idées reçues sur la politique. Bref, toutes ces questions-là, elles sont pour vous. Gilles Kepel, bonjour. Bonjour. Faut-il rappeler que vous êtes le spécialiste que l'on sait de l'islam et du monde arabe contemporain, professeur à Sciences Po, que vous publiez très régulièrement dans toutes sortes de revues, des articles sur vos voyages. Il y a en ce moment dans le débat livraison 171, votre journal de Libye, qui fait suite au journal de Tunisie et d'Égypte. Et puis je crois savoir que vous préparez les carnets des révolutions arabes en général, qui paraîtra en 2013. Et vous tournez en ce moment pour France 3. Voilà, un film sur les révolutions arabes, justement, qui est en plein tournage. Alors, Gilles Kepel, peut-être la première question très générale, et nous aurons le temps d'essayer de raffiner au fur et à mesure toutes les questions qui se posent. D'un côté, on entend donc parler à nouveau du choc des civilisations, et de l'autre côté, on nous dit, enfin voyons, tous les heurts que l'on connaît, les manifestations que l'on voit, ne correspondent qu'à une fraction très marginale, toute petite de la population, par exemple, des pays arabes. Alors, comment donc on interprète aujourd'hui ces manifestations de violence et de protestation sans tomber dans la caricature? Ce qui est difficile à faire, c'est de séparer la forme médiatique extrême que prennent les images et puis la réalité des faits dans un processus qui a profondément bougé depuis que les révolutions arabes ont commencé. En Tunisie, en Libye, en Égypte, il y a une différence fondamentale par rapport à ce qui prévalait il y a encore 2 ans. C'est qu'on est dans des systèmes qui sont aujourd'hui, en tout cas dans la vie quotidienne, quasiment démocratiques. Sous Kadhafi, si vous ouvriez la bouche contre le patron, vous faisiez coller une balle dans la tête. En Tunisie, vous alliez en prison, et en Égypte, c'était un peu plus libre, mais néanmoins, c'était extrêmement surveillé par le système policier. Tout ça, je ne sais pas si ça a disparu définitivement, mais en tout cas, il y a une espèce de respiration dans les pays arabes aujourd'hui, tous ceux qui ont connu les révolutions, en tout cas, qui est extrêmement frappante, mais ces processus de démocratisation sont, comme tous les processus révolutionnaires dans l'histoire, heurtés, puisque une révolution, ça veut dire que des classes anciennement dominantes cèdent la place à d'autres qui, une fois que les anciens sont tombés, se battent pour l'hégémonie. Et la révolution iranienne ou la révolution russe ou la révolution française n'ont pas vu simplement le remplacement d'une classe dominante par une autre, mais des conflits extrêmement violents entre les mencheviks et les bolcheviks, entre les thermidoriens et autres, entre la montagne et la Gironde, etc. Et on a un peu ça aujourd'hui aussi en Tunisie, en Égypte, en Libye en particulier, avec des groupes sociaux et politiques qui s'affrontent sur un fond global délabrement social très profond, alors, qui n'est pas propre aux seuls pays arabes, enfin tous ceux qui ne sont pas gorgés de rentes pétrolières, on en parlera tout à l'heure, ou gazières, mais qui sont un peu des phénomènes qui ne sont pas si éloignés de ce qu'on connaît en Occident ou ailleurs aujourd'hui, avec la crise mondiale, si vous voulez, les indignés à Madrid
ou les gens qui ne trouvent pas de boulot à Tunis, ça n'est pas si loin que ça, si vous voulez, et les banlieues qui sont au milieu non plus. Alors, c'est dans ce contexte qu'il faut voir les choses, et notamment les manifestations. J'étais très frappé, il y a une quinzaine de jours, je me trouvais à Sidi Bouzid, juste avant les manifs du 11 septembre et puis l'innocence des musulmans. Sidi Bouzid, comme vous le savez, c'est le lieu emblématique des révolutions arabes. C'est là que le 17 décembre 2010, Mohamed Bouazizi s'est immolé par le feu, embrasant l'ensemble de ces pays. Aujourd'hui, à Sidi Bouzid, vous avez les jeunes qui ont démarré la révolution, les jeunes syndicalistes, ceux qui ont pris le relais de l'immolation de Bouazizi, qui sans cela seraient restés inconnus, comme c'était le cas pour beaucoup d'autres qui se sont immolés par le feu au Maghreb à ce moment-là. Et ceux-là, finalement, ils considèrent qu'un an et demi après la révolution, ils n'en ont rien tiré, sauf la possibilité de s'exprimer sans être réprimés par la police. Il y a de moins en moins de travail. Ils traînent toute la journée au café, grillant cigarette sur cigarette, remâchant leur frustration. Ils ont l'impression d'avoir été trahis par les équipes en place. Au fond, Nahda, c'est devenu la nouvelle incarnation, les islamistes Nahda, de l'État, comme l'était auparavant Ben Ali. Et dans ce contexte-là... Il y a comparaison, finalement. Chez un certain nombre, oui, chez d'autres, non. Mais gens, finalement, ils sont pas mieux. Voilà, c'est la même chose. C'est toujours l'État, surtout dans une région périphérique comme Sidi Bouzid. C'est l'État central, c'est ce qui vient d'en haut, ce qui vient de Tunis, si vous voulez, qui est mal ressenti par cette zone marginalisée, enfin, traditionnellement. Et la force montante, aujourd'hui, dans cette jeunesse désœuvrée, ils ne sont pas majoritaires, mais c'est en tout cas le groupe le plus dynamique, ce sont les salafistes. J'étais à la mosquée que les salafistes ont investi il y a déjà quelques mois, avenue Mohamed Bouazizi, justement, c'est frappant, dans laquelle un certain nombre de ces jeunes, désœuvrés, chômeurs, désormais ont abandonné la bière et se promènent en pantalon ou en djellaba coupé au-dessus des chevilles par modestie pour faire comme le prophète, avec une barbe longue. Certains sont d'anciens djihadistes sortis de prison au moment où Ben Ali est tombé, d'autres sont des gens qui n'ont jamais été autrefois dans ces mouvements, et à ces jeunes qui ont le sentiment qu'ils n'ont plus rien, si vous voulez, que la société est à l'envers, ne marche pas, même quand ils ont fait eux-mêmes la révolution, le projet de rupture culturelle complète des salafistes parle. Alors vous avez différents types de salafistes, et ça vaut aussi pour la banlieue française. La plupart ne sont pas violents, ils sont fascinés par l'Arabie Saoudite. Ils communiquent par Internet et autres avec ce qu'ils appellent les grands savants de l'islam, entre guillemets, c'est-à-dire les oulémas saoudiens qui sont en cheville avec le pouvoir de Riyad, qui leur prêchent l'obéissance absolue, très stricte aux injonctions de la lettre du texte coranique, et qui sont d'une certaine manière, pour les Saoudiens, une sorte de relais d'influence dans l'ensemble du monde arabe, et qui ont été le contre-feu le plus efficace que l'Arabie Saoudite a trouvé pour éviter que la contestation sociale ne se dirige contre elle, si vous voulez, puisqu'après tout, si on regarde le monde arabe aujourd'hui, vous avez les pays du Golfe qui sont dans une prospérité absolument... La disparité pourrait créer une autre forme de protestation également de la part de... Eh bien, c'est entre autres à cela que sert le salafisme, l'usage social et politique du salafisme. Et puis vous avez une toute petite minorité, mais qui est djihadiste, qui est présente en Tunisie, moins visible en Égypte peut-être, où les salafistes sont beaucoup plus nombreux, et qui, elle, fait beaucoup parler d'elle, même si elle est moins efficace, parce que moins répandue, parce que justement, elle capte l'attention des médias, puis elle effectue des choses spectaculaires. Alors, est-ce que l'assassinat de l'ambassadeur américain en Libye, le 11 septembre, leur est entièrement imputable? Il leur a été imputé. Maintenant, qu'est-ce qui se mélange là-dedans? Parce que on peut penser que, vu la précision, l'efficacité, la qualité du renseignement qui a été mise en œuvre pour cet assassinat, ce ne sont pas juste des hurluberlus avec une barbe et des pantalons trop courts qui ont tiré au hasard avec leur RPG. C'est probablement
des enjeux beaucoup plus complexes avec l'implication de services secrets de divers États, inconnus jusqu'à ce jour. Il faut bien voir, si vous voulez, que les révolutions arabes ont connu 3 phases. La première, c'est la chute des tyrans. La deuxième, la mise en place des institutions démocratiques avec les islamistes modérés, avec ou sans guillemets, comme vous voudrez, qui sont emparés du pouvoir. Et la troisième, ce qu'on a aujourd'hui, c'est cette grande ligne de clivage. Vous étiez à Antioche l'autre jour, et pour suivre la Syrie. C'est là que ça se manifeste aujourd'hui. C'est ce grand clivage entre, d'un côté, le monde chiite emmené par l'Iran, avec derrière lui une grande partie du pouvoir irakien aujourd'hui. Le paradoxe, c'est que l'invasion américaine de l'Irak fait que ce pays est aujourd'hui globalement satellisé par l'Iran. Le pouvoir alaouite syrien, en grande partie aussi derrière le Hezbollah libanais, et de l'autre côté, un axe sunnite emmené par l'Arabie saoudite, le Qatar, avec toutes sortes de contradictions, les uns faisant des choses contre les autres. Bon, il n'est pas impossible que ce qui s'est passé en Libye soit aussi à mettre en rapport avec ça. Et donc on est dans une situation où vous avez des variables sociales, des variables religieuses, et puis le grand jeu géopolitique. Tout cela sur un contexte de désarroi économique. Comment les gouvernements répondent de façon politique à ce qui, au départ, semble être un problème religieux? On a bien vu que, par exemple, pour prendre 2 cas particuliers, que les gouvernements égyptiens et tunisiens ont déclaré qu'ils s'opposaient à ces manifestations violentes, et en même temps, on a bien vu qu'ils se trouvaient dans une position assez délicate par rapport à ces formations salafistes qui pourraient les accuser de permissivité aux valeurs sacrées de l'islam. Oui, alors c'est en Tunisie, je l'ai vu ça de très près, puisque j'étais là avant et après l'assassinat de l'ambassadeur américain. J'étais justement pour le film, on en a parlé, j'étais en train d'interviewer le Premier ministre Hamad Ijbali au palais de la Casbah, qui est donc Premier ministre Narda, avec d'ailleurs son ministre des droits de l'homme, Samir Dilou. À ce moment-là, c'est Ijbali qui m'a appris que c'était l'ambassadeur qui avait été assassiné, puisque au début on ne savait pas, vous savez, il y a eu beaucoup de confusion qui ajoute au mystère de cette affaire. Et quand on a parlé ensemble des salafistes, l'un et l'autre me les ont présentés comme en gros, le plus grand danger aujourd'hui pour le mouvement Narda. Et c'est un peu ce que ça reflète un peu le sentiment d'une partie de la bourgeoisie de Tunis qui, globalement, a soutenu Narda, a considéré que il fallait faire avec elle, comme elle avait fait avec le colonialisme français, avec Bourguiba, avec Ben Ali, à la tunisienne, c'est-à-dire on va les digérer, les coopter, etc. Simplement, à partir du moment où il y a le pillage et le saccage de l'ambassade américaine, avec une police qui était à peu près inexistante, j'y étais la veille, je suis parti vendredi matin de Tunis, l'ambassade a été saccagée le vendredi après-midi, à l'école américaine également. Mais la veille, il y avait déjà des manifestations. J'ai vu une très faible défense policière. Il y avait quelques flics qui tiraient des grenades lacrymogènes, mais sur des manifestants déjà très excités. Ça, c'est d'un côté, donc avec le sentiment que s'ils ne réagissent pas, ils vont se mettre en porte-à-faux par rapport à leur soutien dans les classes moyennes. Et de l'autre côté, le cher Ranouchi, qui est le patron de Narda, et je pense qu'il a levé l'homme fort de la Tunisie aujourd'hui, qui reçoit non pas au gouvernement mais au siège du parti, et qui lui m'expliquait que au fond, ce qui était important, c'était de coopter les salafistes, un peu comme on avait coopté l'extrême droite ou l'extrême gauche en France, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut les institutionnaliser? Voilà, c'est ça. Donc, mais là, on sent bien qu'il y a des contradictions à l'intérieur, si vous voulez, de la mouvance islamiste, de l'islamisme d'État. L'Égypte, par exemple, aujourd'hui est confrontée à ça. Morsi est obligé d'assurer face aux États-Unis, face au reste du monde. Il a aussi en charge les intérêts de l'État égyptien, qui ne sont pas complètement assimilables à ceux de l'État saoudien ou de l'État qatari, quelles que soient les proximités idéologiques des uns et des autres. Les États-Unis versent 1,3 milliard de dollars chaque année à l'armée égyptienne pour ses faux frais, son armement et autres. Morsi a réussi à basculer l'allégeance de l'armée envers les frères, mais on peut imaginer que ça ne s'est pas fait sans compromis et qu'il s'est arrangé pour garantir leur revenu.
venue. 8h16, bonjour Brice Couturier. Bonjour Marc Blanchet. C'est l'heure de votre chronique et vous voulez nous parler aujourd'hui de Barack Obama et du monde arabe. Parce qu'il a parlé hier de tout cela à la tribune des Nations Unies et que ça me paraît très important. On a souvent comparé le printemps arabe avec les révolutions de velours d'Europe centrale. Et il y a en effet des points communs. De même que les régimes honnis d'Europe centrale se sont effondrés comme châteaux de cartes aussitôt que Gorbatchev a annoncé publiquement que l'armée rouge n'interviendrait plus pour rétablir les dirigeants communistes rejetés par le peuple, de même, Moubarak est tombé lorsqu'Obama, après un entretien téléphonique orageux avec le vieux Rice, qu'il a traité de jeune qui ne comprend rien à la région, le 1er février 2011, quand Barack Obama donc a annoncé à ses conseillers médusés qu'il avait choisi les manifestants de la place Tahrir contre le vieil autocrate ami des Américains. Mais ce précédent a rendu certains observateurs trop optimistes. Ils s'attendaient à voir se dérouler d'harmonieuses transitions démocratiques, s'instaurer de prospères démocraties libérales pro-occidentales sur le modèle hongrois, polonais, tchèque ou slovaque. Or, les élections libres ont mis partout au pouvoir des islamistes dont on n'est pas sûr qu'ils soient aussi modérés qu'ils le proclament. Ils sont en outre sous la pression de salafistes qui, eux, ne sont pas modérés du tout. Et il aura suffi d'un méchant bout de vidéo sur Internet pour que les ambassades occidentales soient attaquées partout dans le monde arabo-musulman et qu'un ambassadeur américain qui avait pris des risques personnels pour soutenir les insurgés de Benghazi soit lâchement assassiné. Alors on sent à la lecture de la presse américaine une certaine désillusion. Et du côté républicain, on accuse le président Obama d'être responsable d'un désastre diplomatique imminent. Mais c'est ne pas voir que lorsque le mur de Berlin est tombé, les anciens pays du bloc de l'Est savaient exactement ce qu'ils voulaient, écrit Tamara Wittes sur le site de la Brookings. Je continue la citation, ils voulaient devenir une partie de l'Union européenne et ils avaient pour y parvenir une feuille de route parfaitement claire avec des incitations pour se maintenir dans la bonne direction. Fin de citation. Rien de tel dans les pays qui sortent du printemps arabe. Certes, le président Obama a annoncé un budget de 770 millions de dollars destinés aux investissements dans cette région du monde l'an prochain, mais ce n'est certainement pas à la hauteur des enjeux, vu la situation économique dégradée de l'Égypte et de la Tunisie. Faire d'Obama un naïf qui aurait lâché la proie des autocrates pour l'ombre des islamistes est erroné. Le New York Times a consacré il y a quelques jours sous la plume de Helen Cooper et Robert Force un long papier à la politique arabe du président sortant. Il remarque combien l'audace d'Obama envers l'Égypte, il a pris de court ses propres conseillers qui lui recommandaient la prudence, contraste avec sa retenue face à l'intervention armée des Saoudiens au Bahreïn. Certes, Barack Obama est un intellectuel au sang-froid qui ne pratique pas la diplomatie des claques dans le dos de ses prédécesseurs, mais il s'est engagé dans une tentative de renouer avec le monde musulman dont le discours du Caire en 2009 ne déviera pas de sa route s'il est réélu. Aaron David Miller du Woodrow Wilson Center estime que faire porter au président américain la responsabilité des émeutes anti-américaines est inapproprié, je le cite. L'influence américaine durant le printemps arabe a diminué parce que sont à l'œuvre des forces que nous ne contrôlons nullement et parmi elles des groupes d'islamistes encore marginaux mais dont l'influence est croissante, en colère contre ce que nous sommes, notre culture, nos valeurs, notre liberté de conscience, notre liberté de parole. Fin de citation. Hier, devant l'Assemblée nationale des Nations Unies, Obama a pris l'engagement que, je cite, « les États-Unis feraient ce qu'ils doivent faire pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire ». Leurs porte-avions patrouillent dans le détroit d'Ormuz et les bombardiers se tiennent prêts. Pour le moment, la priorité est là. Quant aux islamistes vainqueurs des élections du printemps arabe, ils ont le temps de décevoir. Rien ne dit qu'ils sont au pouvoir pour l'éternité. La politique arabe des États-Unis engagée par Barack Obama peut-elle changer radicalement après les élections de novembre ? La chronique de Brice Couturier à retrouver sur franceculture.fr. Gilles Kepel. La politique arabe peut-elle changer après les élections, quel que soit le vainqueur de ces élections, à votre avis ? On parle d'une fatigue des politiques américains vis-à-vis de ce monde arabe. Je crois que le principal enjeu après l'élection américaine, on donne généralement Obama réélu pour l'instant, entre autres du fait des difficultés de son opposant. Enfin, quel que soit le président américain, je crois que le grand enjeu, ce sera la question iranienne. Et aujourd'hui, dans un certain nombre de milieux au Moyen-Orient, en Israël notamment, mais pas uniquement,
On insiste beaucoup sur le fait que l'Iran est en train de réussir l'enrichissement nucléaire et que l'Iran, se sentant aujourd'hui complètement acculé parce que il a la hantise que son allié syrien ne tombe, et que la Syrie, c'était d'une certaine manière le relais d'influence privilégié de l'Iran dans le monde arabe, permettant à celui-ci, à travers le Hezbollah notamment, d'agir sur Israël pour lâcher un peu la pression sur le Golfe, que font peser notamment les pays du Golfe, les pays de la péninsule arabique, sunnite, l'Arabie saoudite notamment. Et à partir de ce moment-là, l'Iran acculé va faire monter au maximum la question du chantage nucléaire, ce qui pose évidemment le problème de la réaction israélienne, et donc risque de faire de l'année 2013 au Moyen-Orient l'année de tous les dangers. Et la faille sunnite-chiite, vous avez parlé du Bahreïn tout à l'heure, le Bahreïn a été le premier moment de cet affrontement, mais qui est exacerbé aujourd'hui autour de la question syrienne. Et c'est pourquoi que c'est si difficile d'intervenir en Syrie, parce que ça n'est pas la même chose qu'en Libye. En Libye, tout le monde aujourd'hui s'interroge beaucoup sur les conséquences qu'a eu l'intervention. Est-ce que le Mali, par exemple, l'effondrement du Mali est directement dû au fait que les anciens mercenaires maliens de Kadhafi sont partis avec armes et bagages et se sont mis au service de l'AQMI, une nébuleuse dont on ne connaît pas complètement les sponsors étatiques, ou on n'est pas complètement sûr en tout cas. Donc en Syrie, c'est même encore beaucoup plus compliqué que la question libyenne, puisque on est en gros au cœur, c'est la clé de voûte non seulement de tout le système Moyen-Orient et de son insertion dans le système du monde, mais aussi de ce qui peut être la nouvelle ligne de clivage du monde de demain, avec une Russie qui se remet du côté de la Chine. Ça faisait bien longtemps que les Chinois et les Russes n'étaient plus amis, ça fait un bon moment. Là, ils ont des intérêts communs, ils votent ensemble au Conseil de sécurité, face à un camp occidental en désarroi et un monde musulman qui est lui-même très profondément clivé. Je vous parlais tout à l'heure de Sidi Bouzid, où j'étais il y a une quinzaine de jours maintenant, à la mosquée salafiste de Sidi Bouzid, qui est donc une des grandes mosquées de la ville aujourd'hui. Il y a une banderole à l'entrée, dans la cour, avec des photos insoutenables de gens, d'enfants sanglantés, estropiés, etc. Il y a encore quelques mois, des photos pareilles auraient été typiquement dans un lieu comme celui-là, des photos d'enfants palestiniens écrasés sous les bombes israéliennes dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, ce sont des enfants syriens tués par, alors c'est ce que dit en arabe la banderole, par l'hérétique Hafez el-Assad, soutenu par les hérétiques iraniens, si vous voulez. On voit bien là comment ce clivage se transforme. Mais quand Barack Obama dit, comme hier à l'Assemblée des Nations Unies, que les États-Unis feront ce qu'ils doivent faire pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, est-ce que c'est pour lui une façon de dire aux Israéliens de ne pas bouger parce que lui pense que la diplomatie a encore ses chances, ou est-ce que c'est un avertissement clair qu'après les élections américaines, les États-Unis pourraient frapper militairement l'Iran sur ses installations en question ? C'est d'abord un message à Israël pour dire de toute façon vous ne pouvez rien faire tout seul, et donc n'essayez pas de me faire monter la pression là-dessus, on verra après et nous prendrons nos responsabilités. Et c'est pourquoi, je vous ai dit tout à l'heure, je pense que l'année 2013, enfin après l'élection, va être une année où l'affrontement avec l'Iran va atteindre son paroxysme. La Syrie en est pour l'instant le front principal. Vous savez que les passedarans iraniens, de manière maintenant tout à fait officielle, assistent les dirigeants syriens dans la répression. Sur place ? Oui, bien sûr. Le Monde a publié l'autre jour, du reste, une photo d'un passedar, d'un gardien de la Révolution, enterré dans le cimetière des Martyrs à Téhéran,
et qui était tombé à Damas, sur sa pierre tombale en tout cas, c'est écrit, en défendant l'islam, c'est-à-dire dans cette version-là, en défendant Bachar el-Assad contre les révolutionnaires ou les insurgés sunnites. Un mot encore peut-être sur cette question américaine. Est-ce que on peut imaginer aussi que ces mouvements de protestation dans le monde, les violences et les mises en garde des intégristes musulmans, des musulmans et des salafistes vis-à-vis des États-Unis seraient une manière de vouloir, au fond, faire battre Barack Obama, à savoir que peut-être que les salafistes auraient plus intérêt d'avoir des faucons à la présidence des États-Unis qu'un démocrate qu'ils considèrent comme un peu mou. Un vrai méchant, comme George Bush, un mauvais objet. L'antagonisme, le bon, le vrai. Oui, je ne crois pas qu'il faille exagérer leur influence. Question, à ce niveau-là, non, parce que vous voyez, regardez c'est d'ailleurs, il y a eu un article intéressant, j'ai trouvé, de Christophe Ayad l'autre jour dans le Monde. Je ne dis pas ça seulement parce qu'il a été mon étudiant autrefois, mais parce que il a été bien formé. Voilà. Mais parce que qui expliquait finalement comment il y a eu une espèce de d'auto-allumage, comme on ne dit plus pour les voitures aujourd'hui, du journalisme, toute catégorie confondue, à propos des caricatures de Charlie Hebdo et autres. On a tout d'un coup fait comme si le monde musulman allait s'enflammer parce que quelques salafistes, ils ont un impact, ils peuvent attraper les images du journal de 20h si vous voulez, mais à ce stade aujourd'hui, leur influence sur les grands mouvements, les grands enjeux géopolitiques comme l'élection du président des États-Unis sont quand même restent très limités, si j'ose dire. Alhamdoulilah. Alors, est-ce que je peux oser vous poser cette question, Gilles Kepel, parce que c'est toujours extrêmement compliqué, puisque finalement, il y a une espèce de sorte de pudeur parfois teintée de regret néocolonial chez les Européens ou les Français qui en parlent. On ne sait jamais, certains, par pudeur, si on dit un monde musulman, si on dit le monde arabe, on parle de la rue arabe. Est-ce que vous pouvez nous dire ou pas, en quelques minutes, parce que je voudrais qu'on aborde ensuite le sujet du Qatar, mais tout de même, est-ce qu'il y a, et que voudrait dire l'idée qu'il y a un monde arabe? Est-ce qu'il y a un monde arabe, Gilles Kepel? Pas une fois pour toutes, parce que je crois qu'on sera bien à la reposer régulièrement, cette question. Oui, puis mais par rapport à cette actualité-là, qui suscite, vous parliez des médias tout à l'heure, qui aussi font enfler des choses qui peut-être qu'il faut relativiser, voilà. Mais on en est toujours à cette question-là du monde arabe, que l'on soutient tantôt, que l'on craint à d'autres moments. Est-ce qu'il y en a un? Alors, le monde musulman et le monde arabe se chevauchent, mais ne sont pas exactement identiques, puisqu'il y a beaucoup de musulmans. La plupart des musulmans ne sont pas arabes. La masse des musulmans sont aujourd'hui dans le sous-continent indien et en Asie du Sud-Est. Le pays musulman le plus peuplé, c'est l'Indonésie. Mais le monde arabe, dans lequel il y a aussi des non-musulmans en nombre qui diminue de plus en plus du reste à cause de l'émigration et des situations de violence, on parle des Coptes, les chrétiens libanais, levantins et autres qui partent de plus en plus vers l'Australie, les États-Unis ou l'Europe aujourd'hui. Et le monde arabe, lui, qui comporte aussi des gens qui ne sont pas de langue arabe de naissance, comme les Berbères du Maghreb par exemple, est lui beaucoup plus petit. Alors il est également traversé par un certain nombre de clivages internes, chiites, sunnites, on en a parlé, ou autres, mais il représente de plus en plus, si vous voulez, un espace de sens, si je puis dire, commun, qui a été largement unifié, notamment par les médias. Puisque vous voulez parler du Qatar tout à l'heure, Al Jazeera a joué un rôle absolument clé pour cette espèce d'unification. On pourrait définir, si vous voulez, de manière un peu provocatrice, le monde arabe comme l'ensemble des points dans lesquels on regarde et on comprend dans le texte Al Jazeera. Donc ça va jusqu'à Clichy-Montfermeil et ailleurs aussi. Donc vous avez, parce que ce monde arabe est aujourd'hui, il n'a plus de frontières closes comme c'était le cas autrefois. L'immigration en fait
d'une certaine manière partie, par exemple, en France, l'immigration maghrébine, d'origine maghrébine en France. Et vous savez, par exemple, 10 députés à la constituante tunisienne élus de France, 5 de France du Sud, 5 de France du Nord. Donc il y a ces espèces d'interpénétration importantes. Nous avons aussi désormais un certain nombre de députés originaires du monde arabe qui se déterminent comme français, qui sont de nationalité française, citoyens français, nés en France, etc. Mais donc on a cette porosité qui fait que, alors c'est pas seulement pour le monde arabe, c'est aussi pour le monde slave, pour le monde américain ou autre, qui fait que certes il existe comme un référent, mais à l'intérieur de l'univers mondialisé, il est aussi contraint à des dilutions, à des compromis, à des mélanges que ses dirigeants ne maîtrisent pas complètement avec le reste de l'univers. Et que dire au fond aujourd'hui de ce que peuvent réclamer les observateurs, on va dire là aussi par exemple européens ou français, de ce qu'il y aurait, et s'il y a une majorité par exemple de musulmans, et ce qui est le cas et qui ne sont pas fondamentalistes ou intégristes, pourquoi, demandent certains, ne se manifestent-ils pas plus contre leurs propres intégristes? On a pu voir tout de même en Libye, hier ou avant-hier, une manifestation qui a eu lieu de musulmans offensés par les violences des fondamentalistes et qui se sont donc manifestés. D'aucuns disent qu'il faudrait qu'il y en ait plus. Et d'autres répondent, attention, ils ne peuvent pas non plus trop, parce qu'ils sont tout de même malgré tout menacés, du coup, d'attenter aux valeurs sacrées de l'islam. Oui, il y a toute une et vous qui connaissez bien l'intérieur de ces pays, est-ce qu'il y en a? Est-ce que c'est possible? Comment? Il y a une frontière qui est représentée, une frontière mentale qui est représentée par la transgression des tabous. Et c'est là-dessus que les islamistes les plus radicaux et que les salafistes jouent, évidemment, puisqu'ils passent leur temps à accuser leurs adversaires d'enfreindre ces tabous, et ils se présentent eux-mêmes comme les défenseurs. Et donc l'histoire des caricatures, par exemple, en est une illustration très frappante. La Libye, alors c'est un enjeu, assez compliqué, parce que j'étais en Libye au début juillet au moment des élections, j'ai suivi, j'étais dans les bureaux de vote, etc. Et la majorité de la population libyenne n'a pas voté pour un parti islamiste, ce qui a surpris tout le monde, mais le Premier ministre qui vient d'être élu, néanmoins, à part les députés, qui est député de liste et député individuel, qui fait 2 systèmes électoraux en même temps, est finalement quelqu'un qui est proche des islamistes, puisque les coalitions entre le Parti des Frères musulmans libyens et un certain nombre de députés indépendants ont abouti à cette solution. Alors, la même situation se pose en Tunisie ou en Égypte, où il y a des forces qui ne s'identifient pas aux islamistes, mais elles n'ont pas été véritablement capables d'avoir le soutien de la majorité de l'électorat. Et en Égypte, parce que les frères musulmans ont construit une sorte de parti léniniste, si vous voulez, qui a structuré une partie de la société à travers les associations caritatives et autres contre l'armée. C'était l'autre force du régime, un peu comme c'était le cas pour le Parti communiste en France dans les années 50 ou 60. Et en Tunisie, parce que les islamistes ayant été les principales victimes de la répression sous Ben Ali, ont eu d'une certaine manière la prime du parti des incarcérés, un peu comme le PC après la guerre. C'était targué d'être le parti des fusillés, si vous voulez. Et de ce fait, c'est dans le cadre du marché des valeurs et des mobilisations démocratiques, les groupes démocrates, laïcs ou non religieux aujourd'hui ont eu un peu de difficulté à articuler leur représentation. Maintenant, en Tunisie, Narda est pris d'un ensemble de contradictions. Est-ce que d'autres forces peuvent s'ériger face à lui pour les prochaines élections législatives, ou que c'est le cas en Égypte? Ça, nous le verrons. À suivre. Brice Couturier. Pour revenir en France et quitter les États-Unis, beaucoup de gens s'inquiètent que le Qatar investisse dans les banlieues françaises pour soutenir des projets d'entreprise. Je remarque que les mêmes milieux ne sont pas du tout inquiétés quand le Qatar a investi dans une chaîne de télévision sportive qui risque en tous les cas de tuer Canal+, qui sont pas beaucoup manifesté quand le Qatar a racheté un certain nombre de grands hôtels et quelques grandes... Vous oubliez le foot.
et une grande équipe de foot. C'est vrai que je m'intéresse peu à ce sujet, mais en fait, c'est vrai qu'à ce moment-là, il n'y a eu aucun, alors que c'était beaucoup plus d'argent. Mais quand d'un seul coup, ce Qatar investit quelques millions d'euros pour soutenir des projets d'entreprise, bizarrement, ça crée une grande question nationale. Le Qatar va donc créer un fonds d'investissement qui a été validé par le ministre. C'est 4 millions d'euros, 5 millions d'euros. Non, c'est beaucoup plus. Je vais vous en parler, continue. Voilà, et donc fonds d'investissement avalisé par le ministre du redressement productif pour s'occuper de la carence de notre État français à nous, des banlieues françaises. Il s'agit de projets d'entreprise. Voilà. Hein. Et là, bizarrement, quand on aide les pauvres à sortir de leurs conditions en créant leur propre boîte, là, il y a problème. On se dit juste que c'est formidable, Gilles Kepel, le Qatar a son BAFA. Non, enfin c'est un peu plus compliqué en réalité, parce que le projet a été mis en œuvre à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy, à l'initiative d'une association d'élus de la diversité de banlieue parisienne, menée par un jeune élu très proche de la majorité d'alors, et qui sont allés au Qatar, qui ont vu là l'occasion effectivement de trouver une manne financière. Ça a suscité de très grosses polémiques. D'ailleurs, les Qataris ont été, d'après ce qu'ils m'en ont dit, parce que j'étais au Qatar un petit peu après cet épisode, ont été un peu surpris par la manière dont les choses se passaient, et ils ont voulu éviter toute polémique et ont décidé de surseoir l'opération jusqu'à l'élection de la nouvelle majorité. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, d'après ce qu'on peut comprendre, et le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, donc, va annoncer demain officiellement cela, d'après ce que j'en sais, attendant l'annonce officielle, c'est que donc c'est un fonds de 100 millions d'euros, donc c'est plus important, mais qui est à parité Qatar-France. Donc 50 millions, 50, voilà, et qui n'est pas destiné aux banlieues, non pas pour faire en sorte que c'est un fonds musulman pour des banlieues musulmanes, si vous voulez, comme la polémique l'a laissé entendre. C'est ce qui, oui, voilà, c'est ce qui gronde. Voilà, enfin attendons l'annonce officielle, mais ce que j'en sais, c'est que c'est un projet destiné à des entreprises d'avenir issues des milieux populaires, qui ne se limitent pas aux banlieues, mais à l'ensemble des quartiers défavorisés, qu'ils soient ruraux ou ailleurs. Donc, apparemment, enfin d'après mes informations en tout cas, aussi bien l'État du Qatar que l'actuel gouvernement sont soucieux de faire en sorte que ce financement soit comment dire, dilué dans une perspective qui est une perspective sociale plus qu'une perspective confessionnelle ou territoriale. Alors dans ce focus sur le Qatar, je voudrais que vous écoutiez ce reportage, cet entretien de Christophe Paillet, qui a interrogé Denis Bochart de l'Institut français des relations internationales, et qui dit qu'au fond cette prise de participation à l'étranger est une stratégie globale qui ne se limite pas du tout à la France. Le Qatar est présent en Allemagne chez Volkswagen, en Grande-Bretagne pour la Barclays Bank, et c'est donc non seulement une stratégie économique, mais aussi géopolitique, parce qu'en fait, il s'agirait pour le Qatar d'une question de survie régionale. Denis Bochart au micro de Christophe Paillet. Je pense que le Qatar, qui est un petit pays, il y a 200 000 Qataris de souche dans l'Émirat, et il vit dangereusement à l'ombre de deux grands voisins, l'Iran d'un côté et l'Arabie Saoudite de l'autre. Donc il a besoin d'une sorte d'assurance sur la vie, et donc de nouer à travers le monde un réseau d'amitié, de coopération, ou voire même d'obligés. Politiquement, il doit montrer qu'il est ouvert aux idées nouvelles, et c'est ainsi que, effectivement, le Qatar finance les mouvements qui sont à l'origine du printemps arabe, et notamment les mouvements des frères musulmans, qu'il s'agisse ou des mouvements islamistes, qu'il s'agisse de l'Égypte, de la Libye et maintenant de la Syrie. Voilà, le Qatar donc suscite des craintes en raison de ses liens avec les réseaux islamistes, proches du Hamas palestinien, en contact avec la plupart des mouvements armés de la région. Pourtant, il ne faut pas s'inquiéter, dit toujours Denis Bochart à Christophe Paillet.
La relation entre le Qatar et la France est une relation très ancienne, qui existait déjà du temps de l'ancien émir. Ce qui est changé, c'est que le Qatar dispose maintenant de ressources financières considérables. Et donc les ressources annuelles maintenant du Qatar sont de l'ordre de 70 à 75 milliards de dollars. Il y a un fonds souverain qui est également très important, qui a sans doute une masse de manœuvre de plus de 100 milliards de dollars. Et donc il y a maintenant des moyens très importants. Mais je pense que cette relation entre la France et le Qatar est à double sens, puisque au Qatar, la France a des intérêts importants, notamment à travers Total, qui est très très présent, et à travers également une coopération militaire, puisque l'armée qatari est équipée essentiellement de matériel français. Voilà, Denis Bochart au micro de Christophe Payet. Denis Bochart, je le précise, auteur du Nouveau Monde Arabe chez André Versailles, éditeur. Gilles Kepel, moi, quand même, qui peut sérieusement croire d'un côté à ce fonds d'investissement tout en ne dénonçant plus l'aspiration plutôt faible à la démocratie au Qatar ? Non, le Qatar, contrairement à l'Arabie Saoudite, a été l'accompagnateur des révolutions arabes depuis le début. Si vous voulez, Al Jazeera a joué un rôle d'amplificateur absolument fondamental, parfois en allant un peu au-delà, disons, de la conception qu'on a du journalisme en Occident. En Égypte, ils tenaient vraiment à ce que Moubarak tombe, donc ils servaient de relais quand les fréquences étaient brouillées par la police. Sur Al Jazeera, on annonçait que les manifestants de la place Saad Zarloul souhaitaient que ceux de la place Tahrir fassent la jonction rue Soliman Pacha, si vous voulez. Donc ils ont vraiment été, là ça leur a donné une aura exceptionnelle, et ils ont été très proactifs, contrairement à l'Arabie Saoudite, accompagnant ce mouvement et favorisant principalement, d'ailleurs il y a eu le centre d'études d'Al Jazeera a organisé récemment un colloque à Qatar, dans ses locaux, où il y avait Ranouchi et un certain nombre de dirigeants de la mouvance frères musulmans au pouvoir en Égypte, en Tunisie, les frères musulmans libyens et autres récemment, parce que ce sont leurs candidats, si vous voulez, cette espèce de classe moyenne islamiste dans lequel ils voient leur relais, les gens qui sont le plus proches naturellement, qui un peu comme le parti de M. Erdogan en Turquie. Donc ça, c'est le réseau d'alliances qu'ils sont en train de construire dans la région, sur lequel ils ont beaucoup d'influence. Certains disent qu'ils veulent faire au fond une OPA, il ne s'agit pas d'Olivier Parot-Darvor, une OPA sur l'islam sunnite. Alors, c'est un peu ce que vous disiez, Denis Bochart, tout à l'heure, c'est-à-dire que le Qatar est pris entre le marteau saoudien et l'enclume iranienne. Et en fait, à travers toutes ces alliances qu'ils sont en train de créer aujourd'hui, il s'agit surtout de contrer également l'influence de l'Arabie Saoudite, qui, elle, investit massivement dans les mouvements salafistes. Par ailleurs, il faut bien savoir que le Qatar partage l'un des plus grands gisements gaziers du monde avec l'Iran. Le seul problème, c'est que, si vous voulez, c'est que vous aviez un verre dans lequel Brice Couturier et vous-même avez chacun une paille, simplement la vôtre, donc vous êtes le Qatar, marche, et la sienne, parce que les Américains ne fournissent plus le matériel pour faire marcher la paille, est bouchée. Il va m'en vouloir. Voilà, donc c'est voilà, il aime bien vous donner, c'est pour ça qu'il vous donne des coups de pied sous la table. Et donc le Qatar, dans la logique d'affrontement avec l'Iran que favorisent les pétromonarchies du Golfe, est beaucoup plus prudent, parce qu'ils savent qu'ils ont énormément à perdre et que le train de liquéfaction du gaz, par exemple, à Qatar, est une cible potentielle d'une attaque iranienne. Et sera, bien sûr, il y a beaucoup de défense aérienne américaine au Qatar, mais ça sera extrêmement tendu. Le Qatar sait bien qu'il est en première ligne. Donc, la nécessité de multiplier les amis, de multiplier les assurances à tout point de vue. Et c'est d'ailleurs c'est l'une des questions que pose l'emballement en Syrie, puisque hier, vous l'avez rappelé, l'émir du Qatar, à la tribune de l'ONU, a appelé à une intervention militaire des armées arabes en Syrie, ce qui évidemment est une manière de créer un antagonisme plus important avec l'Iran. Et donc le Qatar est l'un des, comment dire, Ils ont une armée ?
Oui, ils ont une armée qui n'est pas très importante en termes numériques, puisque donc, on vous l'a dit, il y a 200 000 Qatariens de nationalité, mais très bien équipés en termes d'avions et autres matériels de défense. Le pays est très bien défendu, puisque c'est la clé de l'approvisionnement gazier mondial, et si le Qatar était attaqué ou subissait des dommages, les prix des hydrocarbures s'envoleraient immédiatement. Vous voyez, donc le Qatar est l'une des pièces les plus importantes dans la partie qui se joue déjà, mais qui va se jouer l'année prochaine, et qui est dans l'arrière-plan, et l'accès de l'Iran à l'armement nucléaire. Oui, justement, Gilles Kepel, est-ce qu'on n'est pas dans un système de double logique? D'un côté, les Américains, Obama, ont appuyé les révolutions en Tunisie, en Égypte et en Libye. D'un autre côté, on voit que Barack Obama a laissé l'Arabie Saoudite intervenir au Bahreïn. On a le sentiment, et puis on voit effectivement que les monarchies du Golfe soutiennent les frères musulmans pour installer la démocratie dans les autres pays. Mais bizarrement, le printemps arabe semble s'arrêter aux portes de la péninsule arabique, comme si là, pas touche. Alors, est-ce que la démocratie, c'est bon pour les autres et c'est pas bon pour les Saoudiens? C'est pas bon pour... à une époque, elle n'était bonne pour personne, vous savez bien. Oui, mais c'est bizarre qu'il y ait cette double standard. Gilles Kepel. C'est bizarre d'une certaine manière. C'est assez facilement explicable d'une autre. On peut le résumer à cette équation-là. Est-ce que vous souhaitez venir en vélo le matin pour votre émission de France Culture? Et c'est comme ça que résonnent aujourd'hui les grands intérêts à l'œuvre dans le monde, puisque il y a à peu près 25% de la consommation de pétrole mondial qui traverse chaque jour par le détroit d'Ormuz, transite par le détroit d'Ormuz, c'est-à-dire le détroit qui ferme le golfe arabique ou persique, ou le golfe, comme on voudrait l'appeler, qui est donc entre l'Iran et le sultanat d'Oman. Si le détroit d'Ormuz est fermé, ça signifie que les prix des hydrocarbures vont s'envoler d'une manière qui rendra à peu près insupportable la charge financière de ces choses. Donc l'ensemble les révolutions arabes, et je crois qu'on en est là, on en est à cette phase-là maintenant, avec la question syrienne et ces éléments que vous avez évoqués à propos du Qatar, aujourd'hui sont en train d'aller vers ce que je crois va se passer surtout en 2013, c'est-à-dire cette pomme de discorde fondamentale autour du Golfe et autour des hydrocarbures, dans lesquels l'Iran d'un côté et les pays arabes sunnites du Golfe de l'autre se regardent en chien de faïence, avec une tension qui progresse, et avec la question, le champ de bataille syrien, qui en est aujourd'hui d'une certaine manière la clé de voûte problématique. Je voudrais vous poser justement, Gilles Kepel, la dernière question. Il nous reste peu de temps, mais tout de même, après tout, de retour, donc, ça n'est plus un secret pour personne, de la frontière turco-syrienne, depuis l'émission de lundi, les émissions de France Culture lundi à Antioche. Au fond, ce que l'on croit comprendre dans des propos de diplomates en off, c'est que ça va quand même durer sans doute un petit moment. Il n'y aurait qu'un l'assassinat et une trahison éventuelle d'un très proche de Bachar al-Assad qui pourrait faire basculer rapidement la situation, mais qu'en l'état, et c'est ce qu'on n'ose pas répondre aux réfugiés syriens qui nous posent la question et qui, parce qu'ils sont combattants, tout amputés qu'ils soient de leurs bras et de leurs jambes, pensent que finalement ça va finir par tomber. Personne n'ose leur dire visiblement que ça finira par tomber, mais peut-être pas avant un an encore. Quelle est votre expertise à vous, votre sentiment à vous, tout en restant très prudent? Non, ça, je n'en sais rien, mais il y a une autre option qui est que... Parce qu'il y a une très bonne armée, très bien formée, et que obtenir la no-fly zone n'ira pas comme ça, et qu'en plus, de toute façon, les Syriens ont une excellente défense antiaérienne, par exemple. Oui, qui est essentiellement équipée, entraînée, fournie par les Russes. Oui. Et donc, une des clés, c'est en Russie. Et c'est ce qu'a laissé entendre Bogdanov, le ministre des Affaires étrangères, qui est de passage ici il y a quelques jours. Si une solution peut être trouvée pour éviter de sacrifier les intérêts
russes en Syrie, les Russes seront certainement prêts à sacrifier la personne de Bachar el-Assad, voire une partie de sa famille, pour être présents dans la transition. Et ça, actuellement, ça n'en prend pas le chemin, mais tant qu'il n'y a pas d'option de ce point de vue-là, ils soutiendront l'actuel régime parce qu'ils veulent éviter que se reproduise un scénario à la syrienne. Mais tout ça, si vous voulez, montre que les enjeux ne sont pas exclusivement sur le terrain. Alors, c'est vrai que l'armée syrienne est toujours très efficace, mais vous l'avez vu vous-même à la frontière, près du Sandjak d'Alexandrette, enfin, Antioche, Antakya. L'armée syrienne libre a néanmoins aujourd'hui réussi à contrôler, à l'exception des bombardements aériens, la no-fly zone qui n'existe pas, toute une partie du territoire syrien avec la mise en place de conseils municipaux et autres. Donc on est dans une logique de transition qui a quand même s'est transformée depuis ces derniers mois.